Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. L'armistice du 22 juin 1940 acte la défaite de la France. L'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui met fin à la République et instaure un régime autoritaire en France et une collaboration avec l'Allemagne. Dès 1940, l'État français mène une politique antisémite, faisant des Juifs une catégorie à part de la population. Un statut particulier est réservé aux Juifs étrangers. La loi du 4 octobre prévoit l'internement immédiat des ressortissants étrangers de race juive. C'est une loi d'exception signée par le chef de l'État. Sur le territoire français, quelques 200 camps spéciaux, dits camps d'accueil, sont destinés à interner les Juifs étrangers qui ont fui le nazisme, ainsi que les opposants politiques, les communistes, les francs-maçons et les tziganes. Le 14 mai 1941, les autorités françaises procèdent à la rafle dite du billet vert. Plusieurs milliers de Juifs étrangers sont invités à se présenter au commissariat pour examen de leur situation. Cette convocation s'avère être un piège et l'examen se transforme en arrestation pour 3747 hommes qui seront acheminés vers les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande dans le Loiret, où ils resteront jusqu'aux premières déportations. Monsieur le commissaire général, j'ai l'honneur de vous adresser une requête au sujet de mon père. Mon père est malade. Il souffre d'une sciatique. Il est âgé de 40 ans et il est juif. Il a reçu une convocation, comme tous ceux de son cas, et il est donc descendu hier matin à 7 heures au commissariat, croyant qu'on réviserait ses papiers. Mais on l'a fait partir. Au plus vite mon père me reviendra, je ne vous remercierai que davantage. Vous voudrez bien m'excuser si je ne me suis pas assez correctement exprimé, mais j'espère que vous comprendrez tout de même l'importance de ma requête. Je vous remercie d'avance. Monsieur le ministre, Monsieur Aloïs Stern, conseiller technique des établissements Le Jersey de Paris, 36 rue Saint-Blaise, a été invité avant-hier, comme beaucoup de Juifs étrangers, à se présenter au commissariat de police, d'où il a été dirigé sur un camp de prisonniers à Pithiviers. Je suis persuadé que vous voudrez bien intervenir afin qu'une mesure susceptible de réduire au chômage un grand nombre d'ouvrières ne soit pas maintenue. Veuillez entendre, je vous prie, la pétition que les ouvrières de cet établissement vous adressent. Monsieur Stern, qui est un homme intègre et sans tache, en même temps que grand spécialiste dans son métier,
était l'animateur de notre maison. Grâce à lui, elle a pris un grand essor. Et il faisait travailler une quinzaine d'employés et d'ouvrières sur place et une soixantaine au dehors. Parmi les nombreuses femmes travaillant pour notre maison, beaucoup ont des maris prisonniers et des enfants en bas âge, et elles sont seules à subvenir à leurs besoins. Si Monsieur Stern ne revient pas, nous resterons toutes sur le pavé et on sera obligé de fermer la maison. Maître, en réponse à votre lettre du 16 mai, je vous informe qu'il ne m'est pas possible de m'opposer à l'exécution des mesures qui ont été ordonnées contre les Juifs étrangers. Avec mes regrets, je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments distingués. Une seconde arrestation collective de Juifs étrangers intervient les 20 et 21 août 1941 à Paris. Elle est présentée par la propagande comme une opération menée en représailles à l'agitation communiste. Le prétexte vise surtout à justifier l'intervention de la police française, encadrée à cette occasion par des militaires allemands. Au cours de la rafle, 4232 hommes sont arrêtés. Ils se retrouvent peu de temps après à Drancy, en banlieue parisienne, dans un camp qui vient d'ouvrir ses portes, mais qui ne sert pas encore de plaque tournante aux déportations de Juifs hors de France. Monsieur le maréchal, je suis étrangère, depuis 11 ans en France. Mon mari, Isaac Blitz, ouvrier, mécanicien, tailleur, n'a jamais quitté son atelier. Quand la guerre a éclaté, sans hésiter un seul instant, mon mari s'est engagé pour donner la preuve de notre reconnaissance envers la France qui nous a accueillis. Il est parti avec ardeur. Rentré à Paris après démobilisation, il a repris son travail et notre vie a recommencé. Simple, mais douce, avec notre adorable fillette de 4 ans et demi. Mais tout d'un coup, monsieur le maréchal, notre vie a été brisée. Mon mari, arraché de mes bras, enlevé à son enfant, a été interné dans le camp de Beaune-la-Rolande. Oui, mon mari est juif. Moi, je le suis aussi. Mais je vous jure que sa conscience est pure comme celle d'un enfant. Je ne vous demande pas sa libération, monsieur le maréchal, mais je vous supplie de faire une enquête à son sujet. Mon mari est tout pour moi. Mon cher chef d'État français, j'ai quelque chose à vous demander. Mon père est un homme qui, depuis 19 ans, est en France, qui n'a jamais fait de mal pour la France. Au contraire, il a fait du bien pour la France. Vous comprendrez ce que je veux dire, que son dossier est propre, qu'il n'a jamais rien eu, qu'il a un enfant, moi, que je suis français, que je suis né à Paris. Cela me fait beaucoup de chagrin que je ne peux pas le voir depuis trop longtemps qu'il est dans un camp. Maintenant, cher chef d'État, est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien pour papa? Là, je ne vous oublierai jamais dans ma vie. J'espère que quand je serai grand, je ferai beaucoup de bien pour la France. La loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs impose une définition biologique de la prétendue race juive. Est regardée comme juif toute personne issue de 3 grands-parents de race juive ou de 2 grands-parents de la même race si son conjoint lui-même est juif. Monsieur le commissaire général, je ne puis m'empêcher de vous dire avec quelle émotion j'ai vu hier vos déclarations reproduites dans la 6e édition de Paris Soir. Monsieur le commissaire général, vous placez la question juive sur son véritable plan, national et français. Et elle est alors, comme vous dites, un problème d'étrangers.
La distinction que vous établissez entre les vieilles familles françaises israélites et celles qui ont envahi notre pays après la guerre est profonde. En vérité, sans ces afflux massifs d'étrangers, il n'y aurait, et c'est je crois le sens de vos déclarations, pas de problème. Or, le statut d'octobre 1940 n'a pas établi de distinction. Combien de fois ai-je entendu dire qu'il ne répondait pas à l'esprit français? Dans le malheur de notre pays, me dis-je, il est naturel que chacun doive souffrir. Que la part des Israélites soit élevée, il n'y a rien à redire à cela. Mais la France a besoin de tous ses vrais fils. Vous l'aiderez, monsieur le commissaire, j'en fais le vœu, à les compter et à les réunir. Monsieur le commissaire général, je me permets de vous prier d'apporter votre bienveillante attention à la requête que je vous adresse. J'ai une fille qui n'a pas pu être reconnue par son père français car il était marié. 2 ans plus tard, je fis la connaissance d'un homme causant très bien le français, mais qui en réalité était autrichien. Il reconnut mon enfant. C'est alors que je me suis rendu compte qu'il était de race juive. Quelques jours après, la guerre fut déclarée et il s'engagea dans la Légion. Voulant faire annuler la reconnaissance en paternité, j'appris qu'on ne pouvait entreprendre d'action car l'intéressé était mobilisé. Je suis plus désespérée que jamais et je ne peux supporter que ma fille paye une faute commise par moi et qu'elle seule soit responsable dans ses conséquences de l'action d'un homme qui m'avait dupée. Madame, vous aurez beaucoup de difficultés dans l'état actuel de notre législation à faire réparer l'erreur que vous avez commise. Plus tard, des mesures peuvent être prises pour des cas comme le vôtre, mais nous ne pouvons vous indiquer en ce moment ce qu'elles seront. Pour Xavier Vallat, commissaire aux questions juives. La loi sur le statut des Juifs précise les professions désormais interdites aux personnes de race juive. Les postes de responsabilité au sein de l'administration, de la magistrature, de l'enseignement, des fonctions militaires, de la presse, du cinéma, de la radiodiffusion. Des quotas sont établis pour limiter le nombre de Juifs exerçant une profession libérale. Quelques dérogations sont prévues en faveur de ceux des anciens combattants dont l'action a été récompensée par une citation militaire ou par la Légion d'honneur. Monsieur le commissaire général aux questions juives a bien reçu votre lettre du 19 mai. Il me prie de vous faire savoir que l'ordonnance des autorités d'occupation interdit d'employer le personnel important ou les employés en contact avec du public qui sont d'origine juive. Il serait bon que vous demandiez aux services locaux de la commandanture s'ils considèrent les préparatrices en pharmacie comme employés importants. Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Pour le commissaire général aux questions juives. Monsieur Vallat, la réponse des autorités d'occupation a été catégorique et Madame Metanef a cessé aussitôt de faire partie de mon personnel. C'est au sujet de cette personne et de sa famille que je me permets d'intervenir auprès de vous. Ce sont des gens sérieux, uniquement préoccupés d'élever leurs 2 enfants. Alors serait-il possible de leur rendre la nationalité française dont ils ont été privés? Je suis animé, en m'adressant à vous,
par le devoir que me dictent mes sentiments chrétiens. Mais je ne veux en aucune façon contrecarrer l'œuvre de redressement du maréchal, auquel je suis totalement dévoué. Monsieur le maréchal, confiante et sûre de votre esprit de justice, j'ai l'honneur, monsieur le maréchal, de vous exposer une requête. Je suis l'aîné de 4 enfants et je dirige une ferme de 110 hectares. Ma sœur, plurarienne depuis un nombre incalculable de générations, a épousé un juif, naturalisé français depuis 11 ans, d'origine grecque. Ce mariage de ma sœur n'a été consenti par toute la famille que parce que ce jeune homme n'avait fait aucune activité politique ni propagande israélite. C'est pourquoi je viens solliciter votre haute bienveillance de rétablir la situation de Victor Bassa, professeur au lycée Charlemagne à Paris, reçu 2e à l'agrégation de mathématiques et mis en disponibilité par les sanctions prises envers les Juifs. Vous seul pouvez atténuer le grand chagrin que nous cause cette situation invraisemblable. Chaque jour, monsieur le maréchal, je regarde votre portrait, encadré et placé dans l'endroit le plus familial de la maison. Et j'y vois un regard capable de bonté et de justice. Monsieur le commissaire, connaissant votre esprit d'équité et comptant sur votre humanité, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les faits suivants me concernant. Je viens d'être licencié du ministère des combattants, après 21 ans de bons et loyaux services, bien notés par mes chefs. Pour la raison que je suis né, n'y pouvant rien, de parents juifs, mais français, jugez-en plutôt. Grand-père, né en France, à Garde nationale en 1848. Père, sergent en 1870. Frère, combattant en 1914, croix de guerre, médaille militaire. Mon mari, né en France, catholique, réformé 100%. Croyez-vous, monsieur le commissaire, que l'on puisse être plus française que je ne le suis moi-même, habitant à Paris depuis 57 ans? J'ai lu que pour des faits exceptionnels, il y aurait des dérogations. Évidemment, je suis une femme, et des faits, je ne puis prétendre en avoir accompli. Mais j'ai toujours aimé mon pays, et quoi qu'il advienne, je n'y faillirai jamais. Je ne suis en rien responsable des fautes commises. Madame, en réponse à votre lettre du 19 juin, j'ai le regret de vous dire qu'étant israélite, c'est à juste titre que vous avez été licencié du ministère des combattants. Malgré la qualité des services et des antécédents que vous invoquez, il ne m'est pas possible d'aller à l'encontre de la loi. Pour le commissaire général aux questions juives, le directeur du cabinet. Monsieur le haut-commissaire, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur ma situation. Je suis veuve depuis 12 ans, avec 5 enfants, dont l'aîné, fils adoptif, est prisonnier en Allemagne. Le second, âgé de 19 ans, était employé des postes depuis 1 an et bien noté. En raison des décrets parus contre les Juifs, il a été privé de son emploi et ne touche aucun secours de chômage. Les 3 autres enfants plus jeunes vont encore en classe. Ce petit monde est à ma charge. Depuis 1923, j'étais titulaire d'une médaille de marchande de 4 saisons, délivrée par la préfecture de police.
Aujourd'hui, en raison des derniers décrets, cette médaille, qui était notre seul gagne-pain, m'est retirée. Je m'adresse à vous pour que la seule ressource de ma famille me soit rendue. Madame, malgré tout l'intérêt de la situation de famille que vous me signalez, il ne m'est pas possible de vous faire rendre la médaille de marchand des 4 saisons qui vous a été retirée par la préfecture de police, en exécution des ordonnances des autorités occupantes actuellement en vigueur, qui ne comportent pas d'exception. Veuillez agréer, Madame, l'assurance de mes sentiments respectueux. Monsieur, c'est dans un élan de confiance et de prière que je m'adresse à vous, bien certaine que vous ne resterez pas indifférent à ma détresse. Voilà des mois, en effet, que la tristesse s'est engouffrée dans notre foyer, naguère si heureux. La loi du 3 octobre 1940 sur le statut des Juifs a frappé le meilleur des hommes, le meilleur des maris, le meilleur des pères, un des meilleurs serviteurs de la France, le docteur William Stern. Mon pauvre mari, empêché d'exercer ses fonctions de chirurgien parce que juif. Il suffit de le connaître, de le regarder, pour constater que ni sa mentalité, ni son physique n'ont rien en israélite. Anéanti par le coup qui le frappe, et dont pas plus que moi il ne comprend le pourquoi, mon mari est comme un naufragé, estimant tout effort inutile. Aussi, ne faudrait-il pas inspirer à M. Xavier Vallat, qui prépare de nouvelles lois, une exception en faveur de ceux qui désirent se fondre dans la masse du peuple français, par leur mariage et leur conversion authentique. Si vous saviez comme toutes ces idées hantent mon esprit depuis que je vois injustement souffrir mon mari, lui qui n'a fait que du bien aux autres et qui supporte avec une dignité impressionnante son inexprimable chagrin. Du 5 septembre 1941 au 15 janvier 1942, une exposition intitulée « Le Juif et la France » a lieu au Palais Berlitz à Paris. Son thème est la supposée entreprise corruptrice des Juifs sur les institutions et les secteurs d'activité français, sur l'armée, le cinéma, l'économie, la littérature. Elle est présentée comme une entreprise d'éducation populaire pour aider les Français à reconnaître les Juifs par leurs caractéristiques physiques et psychologiques. Monsieur le maréchal, veuillez m'excuser, je vous prie, si je retiens quelques instants votre attention, mais votre bienveillance me pardonnera. C'est un vieillard de 84 ans qui s'adresse à vous, et c'est un juif dont la famille est française depuis toujours. Avec raison, Monsieur le maréchal, vous recommandez l'union de tous les Français autour de votre nom respecté. Et je suis le premier qui la recommande à tous ses parents et amis qui sont nombreux. Mais on m'objecte. Vous prêchez l'union. Alors, pourquoi édicte-t-on des lois spéciales uniquement à l'encontre des Juifs, français, de père en fils depuis des siècles? Pourquoi les obliger à aller dans les commissariats pour faire tamponner leur carte d'alimentation par le mot juif?
Quel est le but de cette mesure? Les vouer au mépris de leurs fournisseurs et au besoin qu'on refuse de les servir? On me dit aussi, vous verrez, bientôt on nous obligera à porter l'étoile jaune pour éloigner de nous le public, comme on s'éloigne des lépreux, des parias. Nos fils et nos filles ne pourront plus travailler honnêtement. Ce sera les acculés à la misère, au vice et au ruisseau. Tous les hommes sont égaux. Toutes les races se valent. Toutes les religions sont respectables. Jésus-Christ lui-même n'était-il pas juif? Et n'est-il pas prié par des millions d'êtres humains? Alors, pourquoi ces mesures vexatoires à l'encontre des Juifs français qui ont accompli leur devoir et souffrent comme tous les autres Français? N'avons-nous pas eu nos morts, nos blessés, nos prisonniers, comme la plupart des familles françaises? Ne payons-nous pas nos impôts? Enfin, pourquoi ces vexations qui soulèvent la conscience humaine? Voilà, monsieur le maréchal, ce qu'on m'objecte quand je parle d'union de tous les Français, comme vous le souhaitez. La spoliation des biens immobiliers juifs pendant l'occupation a été une opération massive et systématique. La loi du 22 juillet 1941 prévoit le placement sous administration provisoire de tous les biens appartenant aux personnes considérées comme juives et leur mise en vente au profit de l'État. Les biens confisqués sont vendus à l'hôtel Drouot, rendus anonymes, pour éviter toute identification des propriétaires. Cette loi, mise en œuvre à l'échelle nationale, est accompagnée d'une politique d'aryanisation visant à exclure les Juifs de tous les secteurs de l'économie et de la politique. Monsieur le maréchal, nous avons appris avec stupéfaction que l'on est en train de déménager le contenu de l'hôtel particulier dont ma femme et moi sommes propriétaires depuis 30 ans à Paris. 90 rue de la Fonderie. Nous avons recours à votre haute autorité, monsieur le maréchal, pour parer la route à cet enlèvement de notre mobilier, de tous nos souvenirs, et de tout ce qui nous reste, de toute notre vie, et d'un lointain passé, nos familles étant établies en France depuis le XIIIe et XVIe siècle, et ayant bien mérité de leur patrie. Monsieur le haut-commissaire aux questions juives, je viens d'apprendre avec la plus profonde stupéfaction la vente de mon fonds de commerce, qui était fermé provisoirement pendant mon internement à la caserne des Tourelles. Tandis que sa valeur réelle et normale se monte à 200 000 francs, il vient d'être vendu pour la somme dérisoire de 27 000 francs, et ce, sans que j'en sois ni prévenue, ni présente. Je viens donc protester avec la plus grande énergie contre cette vente faite à l'amiable, sans qu'une enchère régulière entre plusieurs acheteurs ait été faite dans les règles voulues. Madame, j'accuse de réception de votre lettre recommandée et reçue fin du mois dernier et de votre rappel du 25 courant. Mes services m'ont fait au sujet de la vente de votre fonds de commerce un rapport d'où il résulte que, contrairement à vos indications, votre affaire ne fonctionnait pas normalement. Je pense, dans ces conditions, qu'il est tout à fait providentiel pour l'administrateur provisoire d'avoir trouvé un acquéreur qui ait accepté de payer le prix comptant de 27 000 francs. Dans ces conditions,
Madame, je ne trouve rien d'étrange à cette transaction et suis au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre demande. Monsieur, est-il possible, ainsi que me l'a fait savoir mon commissaire gérant, Monsieur Pierre, 28 Square Clignancourt, qu'il n'existe pas d'exception pour une Française catholique mariée à un juif et dont l'enfant a été faite catholique? Je suis punie d'avoir épousé un juif, en somme. Comment pouvais-je savoir, en 1925, que c'était un mal? Maintenant que j'ai perdu ma santé et que j'ai une grande fille à élever, ce serait une injustice trop flagrante de priver une Arienne dans son soutien qui est son mari. J'ai demandé cette grâce qu'on me permette de prendre mon commerce à mon nom. Mon mari étant évincé, j'aurais déjà bien du mal à tenir, mais je ne serais pas lésée, et je ne perdrais pas un commerce si péniblement établi après bien des déboires. Je me trouverai en partie bénéficiaire de votre loi protégeant les Ariens, puisque je suis Arienne pure de toujours. Je vous prie de m'excuser si j'ai épousé un juif il y a 15 ans. Un juif qui, en tant qu'ancien ouvrier d'usine et travailleur laborieux, se vante de faire exception. J'ajoute que je suis issue d'une famille de la Nièvre, purement arienne, et que les capitaux nécessaires à l'établissement de notre boutique de légumes avaient été fournis par mon père. J'aurais été en droit de faire valoir dès le début cette question importante, qui contribuera, monsieur, j'ose l'espérer, à plaider en ma faveur une mesure de clémence. Monsieur le commissaire général, en vertu de la loi portant sur la réquisition des bicyclettes appartenant à des juifs, des sergents de ville sont venus se saisir de mon vélo le jeudi 14 mai. Or, actuellement, je suis employé comme cycliste-livreur. Ma machine est donc un instrument de travail et non un objet de luxe. Je suis de nationalité française. J'ai été mobilisé le 8 juin 1940 et je suis un ex-prisonnier de guerre. S'il est impossible de me restituer ma bicyclette, je vous serai très obligé de me signaler si j'ai le droit de me servir d'un vélo appartenant à mon patron ou à un camarade. Monsieur, en réponse à votre lettre du 16 mai, je vous informe que les ordonnances allemandes ne permettent pas aux Juifs d'être employés comme livreurs. Quant à votre bicyclette, c'est en vertu d'un ordre des autorités d'occupation qu'elle a été saisie. Monsieur, je m'excuse de vous importuner, mais je tiens à vous signaler que l'on a vendu mon magasin de fourrure 18 rue du Faux, mon gagne-pain et celui de mon mari, pensionné de guerre, ancien combattant. Mon mari est alité 6 mois sur 12 suite à la Grande Guerre. Il a donc fait son devoir, tout son devoir de Français. Quant à moi, fille d'Alsacien, j'ai perdu un frère, le 25 septembre 1915. J'ai toujours travaillé. J'étais employée de commerce et c'est à la force du poignet que nous avons pris notre magasin. Et aujourd'hui, on me le vole, parce que c'est un vol, ni plus ni moins. J'avais, attenant à ma boutique, un modeste petit intérieur. Chaque chose, je l'ai achetée, petit à petit. L'administrateur provisoire a volé. Le concierge a volé. Le commissaire gérant a volé. Je ne cesse de pleurer. On eût mieux fait, monsieur, de nous donner un revolver pour nous suicider. Mon mari a 57 ans et il ne peut se refaire. Voilà des mois que nous ne faisons rien. De braves amis catholiques nous aident et je ne vous cache pas
sont outrés par ce que l'on nous fait à nous, Israélites français. Il y a les Juifs étrangers qui ne valent pas grand-chose et on nous a mélangés avec eux. C'est bien triste. C'est à genoux, monsieur Vallat, que je vous supplie de nous sauver, de nous rendre ce que l'on nous vole. Nous ne l'avons pas pris, nous l'avons gagné par notre travail. Actuellement, les fourreurs catholiques s'enrichissent sur le dos des pauvres Israélites français. J'ai entendu un de ces messieurs dire « Il n'en faut plus des Juifs, il faut qu'ils disparaissent ». Et le mouvement antisémite en France va en grandissant. Je suis avec mon mari dans un coin de province et de campagne où l'on nous regarde comme des bêtes malfaisantes. Juifs, encore juifs, et toujours juifs. Je ne peux vous donner mon adresse, car si l'on voit sur l'enveloppe « Commissariat aux questions juives », alors ça ne sera pas fini avec ces paysans. J'espère un jour, monsieur Vallat, pouvoir venir vous serrer la main. Enfin, si toutefois vous me le permettez. Recevez, monsieur, d'une malheureuse Israélite qui n'a jamais fait de mal, l'assurance de ma haute et parfaite considération. Monsieur le commissaire général, la boutique dont je veux vous parler est celle de monsieur Altman, 28 rue Le Mercier. Il est invraisemblable que vos services fassent fermer purement et simplement une boutique sans se préoccuper le moins du monde des clients, juifs ou non juifs, qui n'ont qu'à regarder la porte close de l'échoppe dans laquelle se trouvent leurs souliers pour toute consolation. Peut-être l'administration pourrait-elle se préoccuper, en temps utile, des incidences des mesures qu'elle prend. Le 13 août 1941, une ordonnance allemande interdit aux Juifs de posséder un récepteur radio. Les appareils doivent être déposés à la préfecture de police ou dans les commissariats d'arrondissement pour le 1er septembre. Monsieur le commissaire, je suis Jeanne Evenstadt, épouse de Georges Evenstadt, de descendance israélite, orthodoxe, engagé volontaire de la guerre 14-18, médaille d'or de la reconnaissance française. Je sollicite de votre haute bienveillance le renseignement suivant concernant un appareil de TSF Philips, 5 lampes, sans onde courte, m'appartenant. Je voudrais savoir si je suis directement touché par l'ordonnance des autorités allemandes du 13 août 1941. Je vous demande de bien vouloir m'indiquer le bureau qui pourrait me renseigner à ce sujet. En attendant, j'ai débranché mon appareil. J'ai enlevé les lampes. Il est dans l'impossibilité de fonctionner. Madame, je ne saurais trop vous conseiller de respecter les prescriptions de ces ordonnances. Votre appareil se trouve en effet, si je comprends bien, au domicile de votre mari. Et il paraît difficile d'admettre qu'il ne lui appartient pas. À partir du 12 décembre 1941, une opération de rafle vise les Juifs de Paris et de la région. Menée directement par les forces occupantes, elle bénéficie de l'assistance de policiers français. Pour la première fois, il s'agit de notables, chefs d'entreprise, commerçants, ingénieurs, médecins, avocats ou universitaires, ayant pratiquement tous la nationalité française.
Ces hommes sont transférés au camp de Compiègne. Monsieur le haut-commissaire, je viens vous solliciter pour faire l'impossible en votre pouvoir pour la demande de libération de mon mari. Il a été malheureusement pris dans le guet-apens fait aux anciens combattants de se faire inscrire au commissariat, ce qui a amené son arrestation le 12 décembre comme otage au camp de représailles de Compiègne. Ce n'était pas assez pour ceux qui se sont défendus héroïquement et qui ont reçu les honneurs de la guerre, puisqu'un convoi les a fait quitter Compiègne le 27 mars pour une destination inconnue, vers l'Est, avec 7 jours de vivres. Comment le maréchal lui-même ne peut-il intervenir devant une situation aussi tragique? Car alors vraiment, qui peut-on appeler de vrais Français? Je ne peux pas vous dire l'impression produite sur tous ces frères d'armes et tous les chefs de la guerre 39-40 qui ont connu sa glorieuse épopée, dont les témoignages de toutes parts me parviennent et qui avaient jusqu'alors ignoré ses origines israélites. Je ne peux croire, monsieur le haut-commissaire, que vous resterez insensible devant cette effroyable situation. Je suis aussi venue vous demander s'il vous serait possible de me faire octroyer soit des allocations familiales ou une délégation de solde. Car depuis le 1er janvier, je ne touche absolument plus rien. Monsieur le maréchal, les jours derniers, visitant les populations du Languedoc, vous avez prononcé de belles phrases dans lesquelles l'idée d'union dominait. Étant tout à fait d'accord avec vous pour faire régner l'ordre et la sagesse des peuples, tout me porte à croire qu'imitant l'exemple du vénéré président Roosevelt, vous voudrez bien fonder en France une ligue ayant pour but le libre exercice des cultes et le respect de toutes les convictions religieuses. J'estime que catholiques, israélites et musulmans ne doivent avoir qu'un but, celui de travailler en commun pour la grandeur et la prospérité de la patrie française, ayant à cœur de se grouper derrière leur chef de file. Avec mes sentiments du plus profond respect, croyez, monsieur le maréchal, à mon dévouement. J'ajoute que mes comptes en banque et chèques postaux ont été bloqués, du fait que j'ai la joie d'appartenir à une religion dans laquelle naquit Jésus-Christ. Monsieur le directeur, j'ai l'honneur de vous transmettre une lettre écrite par un Israélite de votre circonscription, Gaston Lévy, demeurant 15 rue Anatole France à Roanne, à Monsieur le maréchal de France, chef de l'État. Je vous prie de bien vouloir lui faire soit directement, soit par l'intermédiaire du commissariat de police, les observations que mérite cette lettre, ironisant sur les belles phrases du maréchal et le respect des convictions religieuses, et de l'avertir qu'en cas de récidive, je demanderai à monsieur le préfet de la Loire son internement administratif. Pour le secrétaire général et par son ordre. La rafle du Veldiv, les 16 et 17 juillet 1942, est d'une autre nature que les rafles précédentes. Elle est menée de bout en bout sous les ordres de Pétain, Laval, Bousquet et de la hiérarchie administrative et policière de l'État français. En moins de 48 heures, de 4 heures du matin le 16 juillet jusqu'au lendemain le 17 juillet à 13 heures, la police arrête 12 884 juifs à Paris et en banlieue. Les autorités policières n'arrêtent pas uniquement des hommes dans la force de l'âge. Elles appréhendent aussi des hommes de plus de 60 ans, des malades, des femmes et même des enfants de moins de 16 ans. Madame l'inspectrice, l'enfant Margot Kahn
est une élève parfaite, douée de qualités intellectuelles et morales qui font qu'on ne peut la connaître sans s'y attacher. Désemparée, l'enfant est venu vers moi en me disant « Mademoiselle, je veux écrire au maréchal pour qu'il nous fasse rendre maman, mais je ne sais pas comment lui faire parvenir ma lettre. » J'ai alors pensé que vous pourriez peut-être transmettre à monsieur le préfet cette requête d'une enfant, devant la douleur de laquelle personne, je crois, ne peut rester insensible. À vrai dire, je n'espère pas grand-chose de cette démarche, dont le résultat ne me paraît pas devoir dépendre des autorités françaises. Mais je m'en voudrais de ne pas la tenter. Monsieur le maréchal, depuis quelques jours, je suis une enfant déprimée, privée de l'amour maternel. Maman étant française de naissance et ayant perdu sa nationalité en se mariant avec papa, qui est luxembourgeois, a été emmenée le 16 juillet 1942 par les gendarmes dans un camp de concentration à Pithiviers. Et je viens d'apprendre l'affreuse nouvelle qu'elle est maintenant déportée en Pologne. J'ai pensé qu'en m'adressant à votre bonté, vous pourriez, monsieur le maréchal, faire rentrer maman chérie dans notre foyer en détresse. Monsieur le maréchal, un volontaire de la guerre 1940, d'origine polonaise et de confession juive, médaillé militaire, croix de guerre avec palme, blessé de guerre à 85%, se permet humblement de vous faire une requête. Certain que la sollicitude que vous témoignez aux enfants de France s'étend à moi aussi. À la suite des opérations de police du 16 juillet écoulé, ma femme, Ida van Gilberg, a été internée ce jour, laissant à ma charge 2 enfants en bas âge, une fillette de 6 ans et un garçonnet de 3 ans. Amputé d'une jambe et menacé de gangrène, devant de nouveau entrer à l'hôpital pour subir une 2e opération, je ne saurais laisser ces 2 gosses sans aucun soutien et voués au pire malheur. Étant votre humble serviteur, j'espère que ma requête pourra attirer votre bienveillante attention en rendant leur mère aux pauvres enfants dont je suis le père. Mon dernier espoir est accroché à votre personne. Monsieur, je vous informe que les autorités d'occupation m'ont fait savoir que les demandes de libération des internés ne devaient plus leur être transmises. Recevez, monsieur, mes salutations. Monsieur le capitaine Dannecker, j'estime qu'il est de mon devoir de vous soumettre le cas d'une très ancienne, très dévouée employée de la Société d'une construction navale dont j'ai l'honneur d'être le président. Il s'agit de mademoiselle Fanny Sterman, qui a été comprise dans les arrestations du 16 juillet 1942 et qui a été internée au Vélodrome d'Hiver. De caractère timide et n'étant pas en mesure de prouver qu'elle était aryenne, puisque toutes les pièces qui concernent sa famille se trouvent en Russie, elle a craint d'être accusée d'avoir fait une dissimulation. J'aurais voulu vous exposer plus tôt le cas de cet employé, mais j'en étais empêché, me trouvant alors en traitement au Val-de-Grâce. Je vous demande de vouloir bien examiner avec bienveillance le cas de mademoiselle Sterman. J'espère que vous pourrez bien faire. Monsieur le vice-amiral, mon appui auprès des autorités allemandes ne pourrait rien ajouter à votre intervention personnelle,
étant donné votre haute autorité et le prestige de votre nom. Veuillez agréer, etc., etc. Monsieur le Président Laval, je me permets de m'adresser à Votre Excellence pour lui exposer mon cas. Dans la nuit du 16 juillet, ma mère, Bianca Rothschild, de religion israélite, de nationalité indéterminée, âgée de 39 ans et habitant la France depuis 35, a été arrêtée et conduite au vélodrome d'hiver. J'ai appris qu'elle a fait un stage au camp de Pithiviers, d'où elle est partie, pour une destination que j'ignore, dans les premiers jours d'août. Je suis sa fille unique, âgée de 14 ans. Demeurant avec mes grands-parents très âgés, j'ai pu rester à la maison. Mon père, Albert Rothschild, âgé de 49 ans, engagé volontaire à la Légion étrangère en septembre 39, mais trop âgé, a été d'abord prestataire à Rezé et actuellement se trouve en Algérie. Ma mère, jusqu'à son départ, a régulièrement touché l'allocation militaire. Je suis seule avec mes vieux grands-parents et, vu la situation de mon père, je serais très heureuse si l'on pouvait m'accorder, par une mesure de clémence, la libération de maman. Monsieur le Président, je mets en vous mon dernier espoir. Mademoiselle, le secrétariat particulier du chef du gouvernement me communique votre lettre en date du 20 dernier, dans laquelle vous attirez son attention sur votre mère, Bianca Rothschild, internée au camp de Pithiviers et partie pour une destination inconnue. Je vous informe que dans les circonstances présentes, il ne m'est pas possible de donner une suite favorable à votre requête. Les autorités d'occupation m'ayant fait connaître que les requêtes concernant les internés ne devaient pas leur être transmises. Recevez, mademoiselle, mes salutations. Le 8 juillet 1942, la 9e ordonnance allemande stipule que les Juifs ne pourront entrer que de 15h à 16h dans les grands magasins et les magasins de détail pour y faire leurs achats ou les faire faire par d'autres personnes. Monsieur le préfet de Vendée, étant allé à Paris avec l'autorisation de la Kreiskommandantur des Sables d'Olonne, à l'effet de me faire soigner, et j'ai eu la douleur d'apprendre à mon retour que ma femme, Esther Akrich, de nationalité française et de religion israélite, avait été arrêtée le vendredi 5 août. Ma femme était allée au commissariat pour savoir si la 9e ordonnance allemande, qui impose aux Juifs de ne faire leurs courses qu'entre 15h et 16h, était applicable immédiatement. Forte de l'affirmation que non, elle est allée chercher du lait vers 10h du matin, son filet au bras. Quelle ne fut pas sa surprise d'être invitée par un monsieur en civil à le suivre au commissariat. Moins de 15 jours après, elle a été dirigée sur le camp de Drancy. Et j'ai eu la douleur d'apprendre qu'elle a été déportée de Drancy vers une destination inconnue. Ne serait-il pas possible qu'au moins j'ai de ces nouvelles ? En juillet 1942, des rafles en province visent également des Juifs réfugiés dans des villes de la zone occupée, notamment à Bordeaux, Tours et Dijon. De plus, l'État français livre aux occupants plus de 10 000 Juifs étrangers internés dans des camps de la zone sud.
Pour satisfaire aux quotas exigés par les Allemands, il multiplie par ailleurs les rafles de juifs étrangers, notamment les 26, 27 et 28 août 1942, dans les régions de Limoges, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Marseille et Nice. Hommes, femmes et enfants arrêtés ces jours-là sont à leur tour acheminés à Drancy et déportés vers Auschwitz. Vive notre très glorieux maréchal! Mon intuition, c'est celle de toutes les mères qui me disent que nos enfants ont actuellement 2 pères, le leur et puis vous. Mon fils, Hans Bratt, a été arrêté le 26 août alors qu'il rentrait à Nice de retour de vacances. Il a été arrêté comme tant d'autres compatriotes à la suite d'un ordre visant tous les Israélites arrivés en France depuis 1936 et âgés de 18 à 60 ans. Or, mon fils n'a que 17 ans et n'est en aucun cas soumis à cette mesure rigoureuse qui me mortifie et ébranle mes nerfs. Au secours, maréchal, aidez-moi, maréchal. Sauvez mon enfant, Hans Bratt, avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu console toutes les mères de France et du monde. Que Dieu protège la France éternelle. Vive le maréchal! Monsieur le maréchal, si je me permets de m'adresser à vous, monsieur le maréchal, c'est que je me trouve seule dans une telle détresse morale que l'idée de m'adresser à votre perpétuelle bonté m'est venue afin d'obtenir un adoucissement à mes malheurs. Je suis juive. Mon mari, dentiste à Chaumont, après avoir séjourné dans le camp de concentration de Poitiers, vient d'être déporté en Allemagne. J'avais 4 enfants. Mon fils, âgé de 18 ans, s'est suicidé par suite qu'il était malade mentalement. Une de mes filles est internée à Saint-Dizier, dans un asile d'aliénés. Les 2 seuls enfants qui me restent, 2 filles, sont pour l'instant à Dijon, dans un camp de représailles. Elles ont été soupçonnées d'avoir voulu passer la zone frontière, alors qu'en réalité, la plus jeune, âgée de 16 ans, s'était déplacée en vue de subir l'examen oral de son baccalauréat, dont elle avait passé l'écrit avec succès, le 17 juin 1942. Et sa sœur aînée l'accompagnait. À la suite d'un jugement, elles ont été condamnées à 1 et 2 mois de prison. Cette période écoulée, je viens d'être avisée qu'elles seraient déplacées dans un camp d'internement et de là sans doute déportées en Allemagne. Monsieur le maréchal, je vous prie de m'excuser de la liberté que je prends en m'adressant à vous, mais je me souviens d'une lettre que vous m'aviez adressée en 1919. J'étais fière de la posséder, et j'ose espérer que vous voudrez bien user de toute votre influence pour me sauver. Sauver les 2 seuls enfants qui me restent. Ou du moins, éviter qu'elles soient toutes les 2 déportées en Allemagne. L'aînée est elle aussi fragile mentalement et avait été hospitalisée tout l'hiver dans l'hôpital psychiatrique Henri Roussel à Paris. La déportation, son exil, la rendrait malade tout à fait comme ses frères et sœurs. Monsieur le maréchal, voici. Je pense me faire l'interprète moral de tout mon petit pays en venant vous demander une grâce au nom de tous. En vertu de la loi relative aux Juifs étrangers résidant en France après 1936, on a arrêté ici, le mardi 26 de ce mois, la plus honnête famille qui puisse exister,
La famille Reich. Leur départ pour un camp a soulevé toutes les consciences. Vraiment, monsieur le maréchal, vous feriez un acte d'humanité en nous les rendant. Nous savons tout de la race juive, mais vraiment, à toute règle, il y a une exception. Vous pourrez prendre des références auprès des personnes suivantes. Monsieur le maire, messieurs les gendarmes, monsieur le colonel Mathivon, monsieur Antoine Meillet, mademoiselle Perrault, professeur, mademoiselle Demoy, place du marché, monsieur le docteur Touraton, madame Faure, madame Ferré, pharmacienne, monsieur Massicard, quincaillerie, et bien d'autres encore. Monsieur le maréchal, nous venons respectueusement vous prier d'entendre l'écho de la douleur dont notre petite ville a été le théâtre le 26 au matin. Nous attendions l'autobus pour Foix qui part vers 8 heures. L'autobus ne venait pas et nous l'avons attendu jusqu'à 10h30. Mais 10 autobus sont passés, chargés de gendarmes qui emmenaient des Israélites étrangers domiciliés dans notre région. On était allé prendre dans leur lit, sans avertissement et sans bagage. Là, nous reconnaissons une jeune femme enceinte avec un petit garçon. Une famille charmante, installée à la campagne et qui avait cultivé avec acharnement un petit terrain pour s'assurer des légumes cet hiver. Des enfants qui avaient joué avec nos enfants. C'est dit car c'étaient des charrettes de condamnés. Même ceux qui braillent le plus, à bas, à mort les Juifs, en étaient émus jusqu'aux larmes. Mais ce que tous pensaient, c'est que la France s'est condamnée elle-même, s'est déshonorée en appliquant un traitement aussi cruel et indigne à des hommes qui avaient cru trouver l'asile dans notre pays. On a honte d'être français, d'être chrétien, d'être homme. Et la vénération qui entoure la personne du maréchal en est ébranlée, si ce n'est balayée. Et nous espérons cependant qu'un esprit de justice et de charité s'éveillera sous votre impulsion. Et nous mettons ici tout notre respect pour vous, monsieur le maréchal, chef de l'État français. Monsieur le maréchal, je prends la très grande liberté de solliciter de votre bienveillance la libération de ma sœur, Madame Esther Schottland, née Lévin, âgée de 25 ans, de nationalité polonaise, internée depuis le 8 octobre au camp de Drancy. Ma sœur est femme de prisonnier, son mari ayant combattu pendant toute la durée de la guerre. En outre, nos parents polonais ont été déportés depuis le 16 juillet pour une destination inconnue, avec un petit frère français âgé de 12 ans. J'ai 16 ans et je suis française. Je suis restée seule avec un frère de 18 ans qui trouve très peu de travail. Notre sœur aînée, internée, subvenait à nos besoins car nous sommes mineurs tous deux et sans soutien. J'espère que ma demande sera prise en considération par votre grand cœur et que je ne serai pas obligée d'écrire à un malheureux prisonnier que sa femme a été incarcérée par des Français pour avoir commis le crime d'être israélite. Excusez-moi de mon audace.
Mais je suis si désespérée et désirerais tant que ma sœur soit libérée. Je ne compte plus que sur votre aide. Monsieur, c'est une mère éplorée qui s'adresse à vous pour vous demander d'intervenir en faveur de ma fille de 20 ans, Nelly Grunenbaum, née à Paris le 21 août 1921, étudiante en pharmacie à Bordeaux, demeurant avec nous à Libourne, qui a été arrêtée le 21 juin dernier pour un motif futile. Lorsqu'elle a été appréhendée, notre fille, portée sur son bras par une chaleur accablante, la jaquette qu'elle portait quelques minutes auparavant et sur laquelle était fixée l'étoile que doivent porter tous les ressortissants juifs. L'étoile était apparente sur son bras, ce qui prouvait la bonne foi de l'enfant. Conduite à la prison de Libourne, puis transférée au Fort du Ha à Bordeaux, le 26 juin, on lui a signifié son jugement. 2 mois de prison. Conduite au camp de concentration de Mérignac, qu'elle quittait le 18 juillet au matin parmi de nombreuses juives étrangères, et après une nuit passée au camp de Drancy, elle est partie pour une destination inconnue. Notre fille était alors vêtue très légèrement. Il faisait ce jour-là une chaleur accablante et nous redoutons le pire avec la rigueur de l'hiver. La peine de notre fille étant terminée depuis 3 mois, j'ose espérer, monsieur, que vous aurez pitié de notre détresse et que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour que notre enfant nous soit rendu rapidement. Croyez, monsieur, en ma reconnaissance infinie. Monsieur le maréchal, veuillez avoir l'indulgence de gaspiller quelques-uns de vos précieux instants à entendre les lamentations d'un condamné à mort. Certes, quand je pense à votre œuvre sublime, je vois quel lamentable atome je suis. Fait-on attention aux fourmis qu'on écrase en marchant? Et une fourmi vaut, au moins, autant que moi. Sachez, en toute franchise, que je suis un sinistre individu, très peu recommandable. J'ai commis l'horrible crime de naître en Pologne, et avec un cynisme sans pareil, mon père m'a choisi la religion juive. Oui, monsieur le maréchal, je suis un vulgaire juif, un sale youpin, un représentant de la race damnée, condamné, le comble de la crapulerie. Mais j'ai 20 ans, et je veux vivre. Si tout ceci est impossible, alors, fusillez-moi. Je n'ai pas peur de mourir, mais que je meure en homme et pas en chien. Maintenant, si vous me le permettez, je vais vous révéler le nom du criminel. Je m'appelle Léon Kasselenen-Bogen, né à Varsovie, le 3 janvier 1921. Aucune de ces suppliques n'aura été exaucée. Celles et ceux qui auront survécu n'auront dû leur salut qu'à eux-mêmes, à la chance, aux hommes et aux femmes qui leur sont venus en aide. Voici ce que sont devenus ceux dont on a retrouvé la trace. Alois Stern, directeur technique des établissements Le Jersey de Paris, a été déporté par le convoi numéro 5. Sa femme a été arrêtée en zone libre
pendant l'été 42. Jacques Freilich, âgé de 10 ans, n'a jamais retrouvé son père, Nathan, déporté par le convoi numéro 4. L'enfant est ensuite arrêté avec sa mère et déporté par le convoi numéro 23. Henri Lang, capitaine d'artillerie, ingénieur qui a fait construire le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, directeur en chef de la SNCF, a été arrêté le 12 décembre 1941 lors de la rafle des Notables. Il est interné au camp de Compiègne, d'où il est parti par le convoi numéro 1. En 1945, la SNCF lui restitue son titre de directeur alors qu'il est décédé depuis 2 ans. Le docteur William Stern, célèbre chirurgien, naturalisé en 1908, Légion d'honneur à titre militaire, croix de guerre avec palme, a été déporté par le convoi numéro 71. Gaston Lévy, auteur d'une supplique insolente, s'est caché dans un village de la Creuse et a échappé à la déportation. La jeune Margot Kahn, malgré la démarche de son institutrice, n'a plus revu sa mère, déportée par le convoi numéro 6. L'adolescente, elle aussi, a été arrêtée avec son père et déportée par le convoi numéro 45. Le titre de déporté politique est accordé en mai 1963 à Esther Akrich, des Sables d'Olonne, arrêtée lorsqu'elle faisait ses courses. Les 2 filles de René Haguenauer, Nicole, âgée de 17 ans qui venait de passer son baccalauréat, et Yvonne, âgée de 23 ans, ont été déportées par le convoi numéro 46. À son tour, leur mère a été déportée par le convoi numéro 68. Charlotte Lévin, âgée de 16 ans, qui intercédait pour sa sœur Esther, a été déportée par le convoi numéro 77. Esther Schottland, née Lévin, par le convoi numéro 40. Et Raymond Lévin, leur petit frère de 12 ans, par le convoi numéro 24. Toute la famille Reich, réfugiée à Château-Meillan, a disparu par le convoi numéro 26. Nelly Grunenbaum, accusée d'avoir dissimulé son étoile juive alors qu'il faisait chaud, est morte. Peu après son arrivée au camp, elle aurait eu 21 ans, 2 semaines plus tard. Léon Kasselenen-Bogen s'est enfui du camp de Rivesaltes où il était interné. Il a vécu jusqu'en 2017 et a atteint l'âge de 96 ans.